Bonjour, je vais donc vous présenter un ensemble d'artistes qui travaillent avec les outils numériques. Je suis Thierry Guibert, je suis artiste nouveaux médias, donc je travaille principalement avec des ordinateurs et puis aussi le dessin. Je fais des expositions en France et à l'étranger, et puis aussi je suis professeur d'art plastique. Les artistes que je vais vous présenter sont des artistes qui travaillent différemment le numérique. C'est pour ça que j'ai fait un choix assez divers pour vous montrer différentes manières d'utiliser l'ordinateur dans les œuvres d'art et aussi différentes générations d'artistes que je vous préciserai à chaque fois. J'ai choisi aussi un panel d'œuvres qu'on peut voir en ligne, en tout cas des captations vidéo, afin que vous puissiez essayer de vous faire une bonne idée, puisqu'il y a souvent des images mobiles, des images interactives et du son. Et donc, à chaque fois, je vous montrerai des vidéos. Alors, je réserverai la fin de la présentation pour présenter ma dernière production artistique. Voilà. Est-ce que je pourrais voir l'écran de mon ordinateur, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc vous avez mon site web sur lequel vous pouvez aller. Mais je décrirai ce site à la fin de la conférence. Alors, je voudrais commencer par le travail d'un artiste qui s'appelle Samuel Bianchini. Voilà, Samuel Bianchini est un artiste qui travaille avec des ingénieurs, qui fait des installations interactives, donc des installations dans lesquelles vous pouvez interagir avec l'image. Alors soit au niveau du corps, on a des mouvements à faire pour pouvoir voir l'œuvre se dérouler, ou comme vous allez voir avec la voix dans cette œuvre-là. Hop! Allez, 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 allez! Allez, on se met en place. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite, 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 vite. Allez, là, je vois là-bas, il est caché. On sort, 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 on sort. Allez, plus vite. Alors comme vous pouvez le voir, la spectatrice donne l'ordre à l'image d'avancer. En fait, ce qui est pris en compte, c'est le volume de sa voix. Et en fonction du volume de sa voix, la bande vidéo est accélérée ou pas. Et donc, quelque part, elle donne de l'énergie à l'image. Elle commande l'image. Attention, attention, plus vite, encore, encore, encore. Un peu de silence. On avance! Vous voyez, par exemple, les personnages s'accélérer en fonction du volume de la voix. Allez, on se dépêche, là! Bon, on n'a pas tout l'après-midi, oui! Allez, tout le monde en pile, tout le monde, allez, tout le monde vient, allez hop. Je veux voir tout le monde sur la pile. Tout le monde, tous les autres, allez, tous ceux qui s'étaient cachés. Allez, tout le monde arrive, plus vite que Alors, ça. on est face à un film qui est en fait interactif, même si l'interactivité est très simple. Il faut parler plus ou moins fort. En fonction du volume, on avance dans le film que vous avez à l'écran. Et le titre Temps libre est assez ironique, parce qu'en fait, vous avez
sur l'image des golfeurs qui sont là à prendre tout leur temps pour jouer, et au contraire, vous avez le visiteur qui vient un peu les stresser par sa voix, en leur criant dessus finalement, et qui devient assez vite autoritaire et en leur criant dessus, et en accélérant leur temps libre, finalement, il leur prend leur temps. Vous voyez, il y a une dimension ironique. On peut aussi s'interroger sur la notion de temps libre de la part de l'interacteur. Les personnes qui viennent parler utilisent leur temps pour commander des personnes, mais tout ça, ça sert à rien. C'est pris dans une espèce de boucle vidéo qui n'a rien d'autre à montrer que justement une espèce de perte de temps, d'accord ? Ce que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est cette histoire de boucle. Hein. On travaille beaucoup avec les boucles en interactivité, de la même manière qu'en informatique. Et finalement, on pourrait dire qu'il y a deux grandes boucles. Il y a la boucle vidéo, ce film qui se déroule à une vitesse variable, et puis vous avez la boucle de ceux qui viennent crier devant le micro pour faire avancer ce film. Il y a quelque chose aussi d'assez dérisoire et drôle qui est le fait de commander, mais de commander quelque chose de très simple, juste aller plus vite. Hein. L'interactivité est vraiment très très restreinte. Alors, ici, on est face à une autre installation de Samuel Bianchini. Vous voyez, c'est une installation de 2000 compteurs. Ce sont des compteurs qui affichent des chiffres de manière digitale. Mais ces compteurs sont aussi des capteurs. C'est-à-dire qu'il y a un système sur chaque compteur qui capte la distance à laquelle vous êtes. Ainsi, chaque capteur va afficher la valeur de proximité face à l'écran. Si vous êtes très près de l'écran, on aura un petit chiffre. Et si vous êtes très loin de l'écran, vous aurez un chiffre assez grand. Ce qui fait que ce tableau en fait, de chiffres, qui peut faire penser à un tableau minimaliste, est un tableau interactif qui va en fait reproduire, comme vous le voyez ici, l'empreinte des personnes qui sont dans l'espace d'exposition, mais avec des chiffres. C'est les chiffres qui se retrouvent à montrer l'empreinte du corps de l'interacteur. Ah, alors s'il y a de la publicité, ça va pas me... Non, voilà. Alors vous voyez, ça c'est vraiment une œuvre intéressante par rapport à l'idée de traduire une image en code, notamment par les chiffres, mais en code binaire quand on fait de l'art numérique. Et vous voyez l'évolution du compteur qui, en fait, même si cette forme est assez minimaliste, très simple, elle rend compte quand même de la forme du corps de l'interacteur. C'est une espèce d'empreinte, mais une empreinte par les chiffres du corps des spectateurs qui deviennent des interacteurs d'ailleurs, qui sont devant l'écran. Ensuite, on a un processus qui est inversé. Il s'agit d'une œuvre interactive qui vous regarde. Ici, vous avez cette grande surface d'écran qu'on pourrait nommer un tableau interactif, qui, elle, en fait, vous perçoit aussi. On a un renversement de perspective. Le spectateur qui vient voir une œuvre, mais finalement, l'œuvre le regarde. Et finalement, qu'il y a-t-il à voir ? Il y a à voir l'entre-deux. Il y a à voir le rapport entre l'œuvre et le spectateur, qui est traduit comment ? Mais par les chiffres qui donnent la distance du corps face à l'œuvre. Alors le titre d'ailleurs, je le rappelle, Valeurs croisées, montre bien qu'on est dans une volonté en fait, de montrer le rapport du corps à l'œuvre et de l'œuvre au corps, les deux directions. Je voudrais vous montrer une troisième œuvre de Samuel Bianchini qui s'inspire un petit peu du même principe, c'est-à-dire que vous êtes face à un écran sur lequel sont projetées des images d'abord floues, et en fonction du déplacement de votre corps, vous allez faire la netteté sur les personnes qui sont projetées. Alors, ça s'appelle niforme. Vous voyez, on a enlevé uniforme. Hein.
il y a un jeu de mots. Je vais vous montrer. Vous voyez encore une fois qu'il y a une empreinte du corps qui vient en fait détourer et faire la mise au point sur l'image des CRS. Et finalement, on passe d'une image qui était floue et imprécise et on ne montrait pas d'individualité à une image où on va montrer finalement pratiquement la personne. On va même pouvoir l'identifier pratiquement. Donc finalement, c'est le corps de celui qui interagit avec l'image qui rend visible le corps de celui qui a été photographié. C'est une image fixe, elle n'évolue pas. La seule évolution, en fait, c'est la mise au point. Mais la mise au point à travers le corps. On pourrait faire le parallèle avec un appareil photo. C'est une sorte d'appareil photo, mais la mise au point est faite par le spectateur qui, en se déplaçant, vient en fait recadrer, enfin détourer plutôt, et faire la mise au point sur les CRS qui font barrage en fait. Alors uniforme vient d'uniformité, hein. C'est un peu l'idée de Samuel Bianchini, c'est-à-dire qu'on est d'abord face à une forme sans forme, et tout à coup, en s'approchant, on commence à entrer dans une forme qui devient individuelle et identifiée. On est face à un humain. Mais c'est l'humain qui fait la mise au point sur l'humain. Ensuite, je voudrais continuer ma présentation avec un artiste qui s'appelle Antoine Schmitt, qui est un artiste de formation d'ingénieur, de programmeur, qui travaille ce qu'on appelle l'algorithmie, c'est-à-dire il travaille à partir de règles mathématiques et il fait des objets qui évoluent souvent tout seul ou avec l'interactivité du spectateur. Donc ça peut bouger tout seul, en fonction de lois préprogrammées. Peut-être que certains connaissent les automates cellulaires, ce sont des programmes où les pixels évoluent tout seuls. Et en fonction de certaines lois, vont configurer des nouvelles formes ou interagir avec le décor. Alors vous avez des nuages de petites boules qui fonctionnent comme des essaims d'abeilles. Il y a des lois préprogrammées et ça se déroule en temps réel. Ce n'est pas une vidéo ce que vous voyez, c'est un programme qui en fait calcule en temps réel le déplacement des points, l'interaction entre les points, enfin les boules en fait. Je parle de points parce que je vais vous en montrer un tout à l'heure avec des points. Et ensuite, la position de ces boules les unes par rapport aux autres. Il y a un effet de groupe, il y a une intelligence de groupe. Et puis la dernière couche, c'est l'interaction avec le décor. Vous avez vu, on dirait que les boules rebondissent le long des fenêtres. En fait, il y a un mapping, hein, le décor a été enregistré au préalable, et une reconnaissance des rectangles au niveau des fenêtres. Et vous avez cette espèce d'essaim qui évolue en temps réel sur la façade. Donc Antoine Schmitt s'intéresse beaucoup au mouvement, à la notion de mouvement, mouvement naturel, mouvement artificiel, et à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aussi. Les objets qu'il manipule sont souvent des objets assez simples, assez minimalistes, des points, des boules, des lignes. On verra tout à l'heure des lignes courbes, des lignes droites. Mais le point central du travail, c'est l'intelligence de ces objets, les uns par rapport aux autres, et leur comportement dans le temps. Ils vont pouvoir interagir d'une manière plus ou moins évoluée avec le décor, ou entre eux, ou avec le spectateur. Voilà, c'est le cas par exemple ici. Alors c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est sur une forme inscrite dans l'ordinateur, c'est pas projeté sur un décor extérieur.
Et vous voyez qu'en fait, ces nuages de points viennent frapper autour d'un carré noir, sans jamais rentrer dedans, mais ils ont tendance à vouloir y accéder. Donc il y a une espèce de paradoxe dans leur mouvement qui fait qu'on voit la forme plastique, qui est un carré noir sur fond noir, qui peut rappeler Malevich, hein. En tout cas c'est ce que dit Schmitt. Il s'amuse avec cette histoire de l'art moderne. Et vous voyez que finalement le tableau, en fait, il apparaît par contraste. En fait. Ce sont les mouvements qui, par contraste, rendent visible ce carré noir. Ici, de la même manière, vous allez voir des graphiques qu'on utilise souvent pour faire voir des pourcentages, pour illustrer en fait des rapports mathématiques sur des sondages, etc. Vous en avez déjà vu. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il rend ces graphiques vivants. Il leur a programmé une loi de vie, une loi d'interactivité, et ces graphiques qui sont normalement statiques deviennent en fait dynamiques. Ils sont dynamiques d'eux-mêmes, ils ont des lois internes, ils évoluent, et en fait, il utilise toute la matière graphique qu'on utilise normalement pour rendre visibles les pourcentages et les camemberts qu'on utilise pour faire voir les pourcentages mathématiques, mais pour les rendre visibles et un peu comiques. Vous voyez, ils ont une espèce de pulsation intérieure, ils évoluent, ils ont une personnalité même à travers ce mouvement qui est très simple, mais qui ne dit rien d'autre que cela en fait. Il y a aussi quelque chose d'assez dérisoire et d'assez comique dans ces formes minimalistes qui pulsent d'elles-mêmes. Alors, je suis désolé pour la qualité, parce qu'effectivement sur Internet, on n'a pas toujours des images de qualité, même plutôt rarement, y compris le son, parce que là, vous n'aurez pas l'effet visuel attendu. Mais vous allez voir un petit extrait de 7 millions de pixels qui vont passer chacun à leur propre vitesse. Et en temps réel, normalement, ceci génère une forme visuelle assez étonnante, un peu de l'ordre de l'art optique. Mais vous voyez, là, il y a un flou dû à la compression et au streaming qui ne donnera pas l'effet visuel. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir cette œuvre chez vous, avec un meilleur débit. Ça dure 2 heures, et pendant 2 heures, vous avez 7 millions de pixels qui vont passer de droite à gauche. Et donc, Antoine Schmitt a voulu montrer un pixel par humain, et donc il a programmé une règle sur chaque pixel, et fait dérouler cette espèce de film minimaliste, où on a en fait une forme à la fois individuelle qui est le pixel, mais aussi collective qui est ce film, qui crée quelquefois ce qu'on appelle des patterns, des motifs, qui sortent en fait au niveau visuel de l'arrière-plan. Mais là, vous voyez, c'est un peu compliqué de vous montrer ça. Je vais enchaîner avec un autre artiste qui s'appelle Masaki Fujihata, un japonais. Alors Masaki Fujihata est un artiste japonais, né en 1956. Alors tout d'abord,
Voilà, unreflective mirror. Je vous laisse observer et après je commenterai. Vous avez une spectatrice qui porte une paire de lunettes spéciales et qui en fait vient face à ce miroir qui est un faux miroir qui en fait efface la personne mais ne rend visible que les lunettes. Donc elle devient invisible dans le miroir. Donc elle peut sentir sa présence à travers l'emplacement et le mouvement de la paire de lunettes dans le faux écran vidéo en face d'elle. Mais en fait, elle disparaît. Donc c'est une espèce d'anti-miroir en fait, qui la rend finalement fantomatique, absente. À la fois présente et à la fois absente. Présente par la paire de lunettes et puis absente dans l'image. On peut voilà, parler d'un paradoxe comme ça dans cette installation. Il y a une caméra de contrôle qui permet aux spectateurs de voir que tout ça est fait en temps réel, mais qui en fait certainement les interroge sur finalement leur propre espace. Où sont-ils? Ils disparaissent dans le processus informatique. Alors, This is an art project for making a collection of people's shouts. We designed special medium where people can join. And also we challenge to connect. Je vais remettre le son en suivant pour vous expliquer un petit peu le principe. C'est une installation que vous voyez sur écran, mais en réalité ce sont des performances qui ont été faites du côté de Nantes pendant lesquelles Masaki Fujihata a équipé sur des vélos des systèmes de caméra avec des GPS et il invite les gens à faire un certain parcours comme vous le voyez là. C'est filmé. Alors, ce qui est intéressant avec les caméras GPS, c'est-à-dire que ça filme, mais en même temps, ça garde la topologie du parcours, c'est-à-dire la forme de votre parcours. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure au préalable, les fils blancs sont les trajectoires de la caméra embarquée sur le vélo. Et il invite les gens à faire ce circuit à vélo et à émettre des cris, à se laisser aller, puisque, comme le titre l'indique, c'est la voix en vie, en fait. Et ensuite, il archive tous les cris de ces personnes dans une espèce de tour qu'il appelle un monument collectif virtuel, qui est une tour de cris et qui devient une base de données assez importante des cris de l'humanité en fait. C'est un monument virtuel. Alors. Shape we can make. This is not exist in real space. We just see the data on a display, and of course we can share the image with other people. Vous voyez les différents fils blancs qui sont. This is not the conventional monument for keeping. Vous voyez donc les différents fils blancs qui ont en commun la topologie, la forme du territoire. Ça, plastiquement, c'est assez intéressant. De voir la tour qui est construite. Sur chaque fil, vous avez finalement une personne, en fait, la mémoire d'une personne qui a été enregistrée, et les fils sont empilés les uns sur les autres, de manière à construire une tour de la mémoire qui probablement est infinie. C'est comme le dit Masaki Fujihata, c'est un work in progress, c'est un travail en continuité. C'est un des artistes, un des premiers qui a travaillé sur les espaces 3D, mais de manière topologique. C'est-à-dire, c'est un des premiers à avoir branché des GPS sur des caméras et à avoir spatialisé en fait les vidéos dans des espaces 3D qui reprennent les formes de l'espace réel.
we are now planning to do a second recording event in October at the same location. Please come and join us. Ensuite, cette œuvre, le panorama de Morel. Vous voyez donc une image projetée, et puis au centre, un instrument un peu curieux, c'est une caméra avec un petit miroir qui permet à la caméra de capter à 360 degrés. Voilà, on voit mieux comme ça. Et donc vous avez ce ruban en fait qui va se construire en temps réel, qui même est en état de morphing, c'est-à-dire il change de forme. Il peut devenir double, il peut se replier, il peut devenir anneau de Moebius, c'est-à-dire se replier sur lui-même à l'infini. Et vous avez les images vidéo en temps réel, y compris des images d'un temps passé, qui vont se mélanger autour du ruban vidéo projeté dans l'espace. Donc vous pouvez vous observer vous-même dans cet espace capté, mais vous pouvez aussi voir d'autres personnes qui sont arrivées avant vous, donc des temps mélangés. Alors je fais une aparté sur l'invention de Morel. L'invention de Morel est un roman de Adolfo Bioy Casares qui parle justement finalement assez bien de la virtualité, puisque dans ce roman, le héros a enregistré une partie de sa vie sur une île qui fonctionne avec les marées, et cette marée permet d'activer une machine qui projette un moment de sa vie avec ses amis et son épouse, mais à l'infini. C'est-à-dire vous avez des images 3D qui se déroulent sur l'île. Et toute cette histoire est racontée par un naufragé qui va arriver sur cette île et qui au départ va prendre l'illusion pour la réalité. Et finalement, à un moment donné, il va s'apercevoir de certaines boucles de comportement au niveau des gens. Et il va comprendre que cette espèce d'île est un appareil photographique, mais je dirais même hologrammatique, géant. Alors ça, c'est une œuvre qui est souvent citée par les artistes des nouveaux médias et les artistes du numérique, parce que c'est vraiment l'idée d'un territoire virtuel et d'une virtualisation du corps, de l'espace, du monde, etc. Et puis l'autre idée, c'est l'histoire d'avoir une machine qui pourrait enregistrer non seulement l'image, les sons, mais tous les sens. Donc cette œuvre a été faite dans cette idée-là d'avoir un espace mémoriel, un espace de mémoire qui enregistre les spectateurs dans un ruban infini. Alors j'ai eu la chance de l'expérimenter, c'est assez étonnant. Je vais vous présenter Golan Levin. Donc je vais vous présenter Golan Levin, un artiste américain né en 72. Et je vais commencer par une œuvre qui s'appelle Télésymphonie, qui a été faite en 2001. Et j'aime bien vous la montrer parce qu'elle a été faite à partir de téléphones portables. Et aujourd'hui, on a tous des téléphones portables. Et je ne vais pas passer le reportage, mais Golan Levin, justement, s'intéresse au fait que dans nos poches, on ne se rend pas toujours compte, mais on a des appareils assez perfectionnés. Un téléphone portable, c'est un mini-instrument de musique. C'est aussi, quelquefois, un appareil photo assez évolué. Et donc, lui, il va jouer avec ça. Dans l'installation que vous allez voir, les personnes qui sont venues dans une salle qui est un peu une salle de type cinéma ont laissé leur numéro de téléphone sur un listing qui est rentré dans un ordinateur et on les a placés d'une manière assez précise dans la salle. Ils ont un numéro de siège. Ce qui fait que dans le logiciel de Golan Levin, que vous allez voir jouer, il va à distance pouvoir aller faire sonner les téléphones portables du public. Et avec ça, il va faire un concert. Donc il va se servir en fait de chaque instrument de téléphone des spectateurs comme d'un instrument unique, mais qui va pouvoir jouer d'une manière composée.
Alors, les points blancs qui s'activent à gauche et droite, c'est les sièges des personnes dont Golan Levin et ses collaborateurs déclenchent les portables. C'est une espèce de partition, en fait, une partition vidéo. Ils ont inventé un logiciel qui permet de déclencher à la fois les lumières dans la salle. Vous voyez, les gens sont éclairés, on indique qui est en train de jouer. Et puis les téléphones. C'est intéressant, là encore on a un processus miroirique, c'est-à-dire que c'est la salle qui fait le spectacle, hein. Ce sont les spectateurs qui sont venus pour voir le concert qui finalement vont porter à contribution leur propre portable. J'avance parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Par exemple, ce téléphone qui est posé sur une petite plaque qui capte le son, tout à coup il prend une autre dimension sonore, hein, il devient une espèce de gros insecte qui vibre, c'est plus un téléphone. Et ça c'est intéressant que vous reteniez aussi cette idée, la manière dont on peut détourner les objets, les réutiliser, en explorer la poésie, y compris les objets technologiques. Et je crois que c'est ça aussi une idée à retenir aujourd'hui, c'est comment on utilise la technologie pour... en tant qu'artiste, je veux dire, pour l'explorer, pour raconter quelque chose, pour la détourner, pour la rendre drôle, pour s'en inquiéter, etc. Alors, une installation interactive, vous voyez un écran, toujours Golan Levin, un écran avec une petite caméra, et vous passez vous faire photographier comme au photomaton. C'est un photomaton vidéo. Et vous voyez qu'il y a un système de collage automatique. Hein, le collage que vous avez certainement découvert en art plastique, par exemple, mais collage vidéo. Donc on a, finalement, ce n'est pas des portraits, ce sont des hyper-portraits, c'est des connexions de portraits. C'est aussi une banque de mémoire. Une banque de mémoire de tous les gens qui sont passés et dont on mélange les morceaux les uns avec les autres. Alors évidemment, il y a un côté rigolo, des grimaces. Vous voyez que les gens s'amusent. Alors je voudrais vous montrer aussi une performance qui associe la voix avec l'interactivité. Il s'agit en fait d'une interprétation d'Ursonate, un poème sonore écrit par Schwitters dans les années 20-30. Et Jaap Blank, le performeur que vous voyez ici, va performer le texte. Alors la poésie concrète, ce sont des bruits, ce sont des phonèmes, ce sont des gens qui ont exploré le langage pour essayer d'en tirer une poésie, mais au-delà des mots, ou même avant les mots, des sons abstraits, etc. Donc vous avez une grande partition qui fait plusieurs pages, qu'a écrit Schwitters dans les années 20-30. Et Jaap Blank, là en 2005, va la performer, donc comme un musicien, en tant que musicien, on pourrait dire, finalement sa voix devient un instrument de musique,
Il l'a performé, je crois, 200 fois, donc il connaît très très bien cette œuvre. Mais là où il y a une nouveauté, c'est qu'il est filmé en temps réel, et vous allez avoir la partition, les mots de la partition, qui sur un deuxième écran vont venir se rajouter à l'image et avoir un comportement en fonction du volume de la voix, de l'intonation et de la nature des lettres qui sont dans la partition. Donc je vais vous faire voir ce que ça peut donner quand finalement la voix rencontre l'interactivité et la typographie aussi. Voilà. Je passe les textes parce que je vous les ai expliqués. Rinsekete baby in skermu, die ze die orin skermu, rakte baby. Rumpftilfto. Si ze die ons skermu, die ze die orin skermu, rakte baby, rakte baby. Films bewaardet ze u ze die baby films. Rakatarin, sekatarakatarin, 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 sekete baby. Baba films, baba films, baba films, baba films, dans ce dispositif, Golan Levin et ses collaborateurs ont développé un logiciel spécial qui permet de faire ça. La plupart des choses que je vous ai montrées, je ne l'avais pas dit en introduction, mais c'est fait souvent avec des logiciels que les artistes ont développés eux-mêmes ou en équipe ou avec des ingénieurs. Alors par rapport aux arts graphiques et ceux qui s'intéressent aux arts graphiques, c'est intéressant d'imaginer comment un mot peut prendre une forme différente, une orientation, mais aussi quelque chose de nouveau ici, la dynamique du mot, en fonction de son sens. Est-ce que le mot vite, je ne sais pas s'il est dans le texte, va aller vite à l'écran? Est-ce que le mot lent va être lent, etc. Avec quelle dimension on peut jouer sur le mot? La dimension des lettres, la couleur, son orientation, sa propre interactivité. Je vais vous montrer un artiste néo-zélandais qui s'appelle Julian Oliver, qui est né en 84. Je vais vous montrer une œuvre qui s'appelle Level Head. Vous avez un petit cube. En fait, là, vous ne voyez pas tout. J'ai pas réussi à trouver une vidéo où on voyait tout. Vous avez une table avec ce petit cube et vous avez un grand écran. Et là, ce qu'on voit, c'est uniquement la projection du grand écran. Sur ce cube, vous avez l'habitude maintenant, vous, je pense, des QR codes, des petits codes noirs et blancs, pixelisés, qui permettent en fait à l'ordinateur, à la caméra, de venir plaquer, de venir mapper, on appelle ça comme ça, sur le cube dans l'image vidéo, un décor qui est une architecture 3D en fait. En réalité, il y a 3 cubes et c'est un espèce de casse-tête géant, absolument incroyable. J'ai joué avec, j'ai jamais finalement réussi à en sortir. Vous avez un petit bonhomme et vous le faites avancer dans les cubes en fonction de l'orientation, un peu comme un Rubik's Cube. Et une fois que vous avez fait le tour d'un cube, c'est une architecture un peu à la Escher, vous savez, les dessins où on a les escaliers qui vont dans tous les sens. Vous sortez du premier cube, vous connectez le deuxième cube au premier et jusqu'au troisième et vous faites le tour d'une architecture virtuelle. Alors déjà, ça c'est assez étonnant à faire, à voir, c'est assez bluffant, parce
que ça marche, hein, vous l'avez entre les mains et vous voyez à l'écran le collage en fait, c'est la réalité augmentée, hein, le collage d'un mapping vidéo sur votre cube. Mais là où c'est assez incroyable, ce que ça s'appelle Level Head, c'est que ça fait appel à votre mémoire. C'est-à-dire que l'architecture réelle, elle est dans votre tête. C'est-à-dire qu'à force de jouer, vous commencez à vous souvenir de l'espace et finalement, vous naviguez vous-même dans votre tête. Vous savez si vous êtes rendu à droite, à gauche, etc. Donc c'est intéressant d'expérimenter cette installation. Ça fait appel à ce qu'on appelait les palais de la mémoire du temps des Grecs, qui pour situer l'information, les plaçaient dans des espaces virtuels. Ils inventaient des architectures et ils se promenaient dans les architectures pour se remémorer en fait un certain nombre de phrases. Une image vaut 1000 mots. Hein. On place une image et on la retranscrit par le verbe. Alors ça joue vraiment là-dessus. C'est vraiment l'histoire des palais mémoriels, mais sous forme de jeu. Ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à cette œuvre, c'est la manière dont on peut utiliser le média jeu en tant que médium artistique. Vous voyez, on va détourner en fait des objets du quotidien, comme le jeu en fait, et puis on va essayer de lui faire prendre une autre trajectoire qui est celle des œuvres d'art, c'est-à-dire on s'interroge en fait sur notre relation aux objets. Là, c'est la relation à la mémoire et à l'espace. Alors, Julian Oliver pratique ce qu'il appelle l'ingénierie critique. Il est de formation de programmeur, ingénieur. Et ingénierie critique, c'est-à-dire qu'en fait, il est très critique vis-à-vis de la nouvelle technologie. Donc il a des œuvres assez engagées. Et j'aimerais vous montrer la grenade transparente. C'est-à-dire qu'il se pose des questions sur la technologie et notre rapport à la technologie dans le monde. Alors cette grenade transparente, qui est vraiment transparente, vous voyez, à l'intérieur, il y a un mini-ordinateur et plusieurs composants électroniques, dont je ne connais pas le détail, mais peu importe. Et cette grenade, si on l'ouvrait, elle pourrait capter dans un certain rayon tous les appareils électroniques que vous avez, leurs adresses IP, et elle envoie tout sur un serveur, et elle rend publiques les informations privées. Donc ce qu'il veut montrer avec cette œuvre, qui est finalement une vraie grenade, mais une grenade logicielle, on pourrait dire une grenade software, alors qu'on parle des grenades hardware, la vraie arme, eh bien c'est aussi une arme vis-à-vis de la transparence de l'information, finalement. Vous voyez ici, vous avez un exemple de ce que ça pourrait donner. Alors, en réalité, dans les salles d'exposition, elle n'est pas activée. En général, elle est sous une cloche de plexiglas. Mais si on l'ouvrait, vous auriez ce que vous avez derrière, là, l'écran, c'est-à-dire tous les appareils connectés, les adresses IP des appareils, les codes d'accès, etc. C'est une manière de faire voir que tous, finalement, ces objets-là sont ouverts. Et qu'en fait, dans vos poches, dans vos tablettes, dans vos téléphones, vous avez des objets électroniques qui sont perfectibles, à partir desquels on peut entrer et faire un petit peu ce qu'on veut. D'accord ? Voilà, donc ça c'est une œuvre assez, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie critique. On fait des œuvres d'art, on détourne la technologie dans un but critique. Une dernière chose par rapport à Julian Oliver. Je vous la montre rapidement, mais on ne va pas rester dessus. Il a détourné des moteurs de jeux vidéo pour s'en servir comme instrument de musique. Donc là, c'est un moteur de Quake. Alors Quake, pour vous, c'est un jeu vidéo qui est assez ancien, mais pour moi, c'était le jeu vidéo auquel je jouais. Simplement, il y a beaucoup d'artistes qui ont récupéré les moteurs de jeux vidéo pour s'en servir, soit pour faire de l'art graphique, soit de l'art sonore. Et là, vous avez en fait un exemple que je ne peux pas vous montrer, ce que je voudrais accélérer, où il utilise un moteur de jeu vidéo de bagarre, en gros, hein, de bagarre en groupe, en fait, multijoueur, mais simplement pour s'en servir comme un séquenceur. Là, c'est intéressant, encore une fois, l'idée de transformer les instruments, de les adapter. Hein. Donc l'output, la sortie du jeu vidéo, finalement, c'est uniquement une sorte de synthétiseur un peu curieux. Et dans la même idée, je vous avais préparé quelque chose qui est un petit peu plus parlant, c'est Jody. Alors Jody, c'est un duo d'artistes dont je ne connais pas l'âge. Excusez-moi, je ne suis pas très précis, parce que ça faisait partie des bonus, donc je n'ai pas vérifié les dates, mais un petit peu avant 70. Une artiste néerlandaise et un artiste belge. Alors ce que je vous montre là, c'est un peu la même idée que ce que je viens de vous montrer, mais on va le voir se dérouler, c'est-à-dire le moteur de Quake, je crois, qui a été customisé, qui a été
qui a été changé pour former des formes graphiques très minimales. Alors on est presque dans une toile de Mondrian là. Hein. Faudra enlever le cyan et faudra enlever le vert. Vous voyez, les éléments visuels sont réduits à des formes minimalistes très simples, des volumes parallélépipédiques, et puis l'architecture a une espèce de maillage très, très simple, très abstrait, et qui finalement reconfigure un espace très simple. Mais ils ont gardé les sons d'origine. Je pense que c'est Quake. Alors je vous le montre pour que vous sachiez que voilà, que ça existe. C'est quelque chose d'assez courant de détourner les moteurs de jeux vidéo pour en faire des œuvres vidéo, des œuvres interactives, des œuvres sonores. Alors quelquefois c'est performé en temps réel. Les artistes jouent ça comme un film expérimental devant vous. Je vais vous montrer Jeffrey Shaw, un artiste australien. Donc né en 1944, qui a étudié l'architecture, l'histoire de l'art, la sculpture. Il est directeur d'un grand centre de recherche à Sydney sur le cinéma interactif. Donc je vais vous montrer un des espaces de leur laboratoire qui est assez intéressant, qui s'appelle le T-Visionarium. Vous voyez, c'est... Let me set the scene. Kill you. What price is there on your head? Do you know what price? Yes, I'm at 6 Ackerman Lane. Alors vous avez à peu près 30 000 clips vidéo qui ont été captés à partir de chaînes télévisées et qui peuvent être mixés en temps réel par l'interacteur. Tous ces clips vidéo ont été tagués, c'est-à-dire qu'il y a eu des mots-clés qui ont été mis sur les vidéos qui permettent finalement de faire des transitions entre deux vidéos. Un des champs de recherche et de travail de Jeffrey Shaw, c'est le cinéma interactif. C'est-à-dire comment créer des nouvelles formes de narration à partir des bases de médias que sont la télé par exemple. Ici, la télé devient un réservoir d'images pour raconter des histoires. Donc autour de vous, à 360 degrés, vous avez 250 vidéos qui sont affichées et avec un système de lunettes spéciales et alors là vous avez les mots-clés qui sont inscrits derrière les images. Ça c'est intéressant peut-être aussi de se rappeler ça, que derrière les images il y a toujours un code et derrière le code il y a toujours aussi des mots-clés, des tags qui permettent en fait de lier l'image au concept. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se lier là, qui est à la fois le lisible et le visible. Dire et voir. Donc la manière dont ont été codées les images va donner un ensemble de relations possibles. Par exemple ici, vous allez avoir tous les gros plans, ou bien tous les portraits, ou bien une action particulière, courir. Et à partir de ça, l'interacteur va pouvoir faire des hyperliens, comme ce que vous faites quand vous cliquez sur une page web, mais à l'intérieur d'images mobiles. Et de cette manière, créer un film qui dépasse le film, qui devient un hyperfilm, des blocs de films reliés entre eux. Alors sachez que c'est tout un champ de recherche assez expérimenté dans les œuvres interactives qu'on appelle le cinéma interactif ou le cinéma expérimental interactif. Il reste 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer... Alors, est-ce qu'on est pris par le temps, oui ou non ? Je ne sais pas trop. Oui, on est pris par le temps. Alors, je vous propose 5 minutes pour vous montrer ce que je fais en tant qu'artiste. Parce que j'ai un regard d'artiste, de professeur, puis de programmeur aussi. Donc je vous avais montré mon site en début de présentation. Je vais aller très vite. Vous voyez,
ça c'est ma dernière production. Alors, je m'intéresse beaucoup justement au cinéma interactif et à la manière dont on peut faire du cinéma aujourd'hui avec les ordinateurs. Je suis plutôt très intéressé par le cinéma expérimental, c'est-à-dire des formes qui sont pas communes au niveau du cinéma, qui se sont développées d'ailleurs dès le départ de l'histoire du cinéma. Et je pense au film de Hans Richter, par exemple, avec des films abstraits. Et en fait, mon dernier travail, c'est cet instrument qui s'appelle Solaris. Vous avez des platines disques, vous voyez, qu'on a complètement désossées, refabriquées, et avec des caméras assez perfectionnées, je filme des disques qui sont en fait des disques soit en plastique, soit en papier. Là, j'en ai un entre les mains. C'est un disque que j'ai fait par programmation. Et quand je fais tourner ces disques sur ma platine, ça passe par la caméra que vous avez dessous, et c'est transformé automatiquement en son. En gros, je fais de la musique avec des images. Donc mes disques graphiques sont des partitions. Entre les deux, il y a un ordinateur. Alors vous avez la caméra, vous avez des disques en papier, en métal, etc. Et vous avez l'ordinateur entre les deux qui, lui, va transformer. Il va faire son travail de transformateur, alors qui est plus ou moins compliqué, mais disons que pour simplifier, dans l'ordinateur, puisque tout est traduit en 0 et 1, que ce soit une image ou un son, on peut tout interconnecter. Donc, on a créé un logiciel qui va transformer le signal rouge, vert, bleu de la caméra en ondes sonores pour faire de la musique, avec des modèles plus ou moins compliqués. Alors vous avez deux systèmes comme ça qui nous permettent de jouer à deux. C'est-à-dire vous avez une platine de DJ modifiée qui est pilotée par l'ordinateur. On peut aller dans tous les sens, on peut accélérer le disque, etc. Et vous avez sur l'ordinateur, celui-ci, un programme qui permet de mixer en temps réel. C'est une espèce de synthétiseur amélioré. Les formes graphiques qui sont perçues. Et la dernière partie, c'est l'image. C'est-à-dire l'image qui est projetée est une interprétation. Mon logiciel ne montre pas le disque tel qu'il est filmé, mais il le transforme. Alors ce que je propose, c'est de vous montrer un exemple de ce que ça donne. Alors, vous n'allez pas voir le dispositif, il est trop compliqué, mais vous retiendrez que ce que je vais vous montrer, c'est fait en temps réel avec toute la machinerie que je viens de vous montrer. Alors je vais vous montrer l'extrait d'un album qui s'appelle Gradient, qu'on est en train de faire avec mon collaborateur Emmanuel Ourquet. Alors Gradient, c'est un travail sur le dégradé. Et on a cherché une correspondance entre le dégradé du noir au gris, le dégradé graphique, et le dégradé en musique. Et en fait, simplement, sur ce disque-là, je déstructure un accord de jazz pendant une demi-heure. Donc je fais ce qu'on appelle en musique des glissandi. Je passe d'une note et je descends de cette note à une octave en dessous où je monte. Et tout doucement, vous avez un accord qui se désaccorde par la forme graphique. D'accord ? Alors je vais vous les montrer. Vous voyez, vous avez deux vidéos. Pourquoi je vous les montre en même temps ? Parce que vous avez une image en performance. On joue à deux. Et il y a un disque qui est projeté à gauche, un disque à droite. Donc ils sont faits pour aller ensemble. Et au niveau sonore, les fréquences sont faites pour se mélanger dans l'espace, à peu près au milieu de l'espace. Vous avez un disque de papier qui tourne, la caméra qui, ligne par ligne, va transmettre ce qu'elle voit à l'ordinateur qui transforme en ondes sonores. Et ce que vous avez de vidéo projetée, c'est une reconstruction d'un disque virtuel qui est à peu près ce que vous voyez, mais simplement il est mis en volume, c'est-à-dire il y a une extrusion. C'est-à-dire que plus l'image est blanche, plus elle est en volume, et plus l'image est noire, plus on est au niveau zéro de l'image. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous montrer.
on a travaillé sur les dégradés, mais on a aussi travaillé sur un effet optique qui est dû aux lignes qui font ce qu'on appelle un moirage, qui donne des effets optiques, qui créent des motifs quasiment infinis. Bien entendu, ça normalement c'est joué en temps réel, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que si vous me voyez jouer un jour, vous verrez exactement ça. On joue comme des jazzmen en free jazz, c'est-à-dire qu'on improvise. On a une structure, on a une partition, on a une manière d'écrire notre performance, mais à chaque fois c'est différent. Je vais vous montrer un deuxième exemple et ensuite ce sera terminé. On a créé... Alors, vous voyez ce que ça donne comme image ? Alors, je vais vous montrer une dernière chose. Voilà, Photosonic, qui est aussi le deuxième album qu'on est en train de terminer. Toujours avec l'instrument Solaris que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais aller au milieu pour aller plus vite. Vous avez des lignes et des points lumineux qui en fait bougent dans un espace 3D. En fait, sur les disques, on travaille avec des lampes avec des stroboscopes. Et la manière dont on éclaire les disques fait que la caméra va voir ou pas le blanc et le noir et va pouvoir le transformer. Finalement, c'est une sonorisation de la lumière, d'où le titre Photosonic. On travaille directement avec le flux lumineux pour créer cette composition. Voilà, je pense que j'ai presque terminé. Je voulais juste vous dire que ce projet-là, Solaris, a été soutenu par Access, donc l'association Cultures électroniques, qui soutient mon travail depuis quelques années. J'avance un petit peu et on pourra terminer comme ça. Alors juste quelques mots-clés comme ça. C'est ce qu'on appelle de la synesthésie quand on connecte les sens, c'est-à-dire le visuel et le sonore. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'intermédialité. Parce que dans ce projet-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois les disques et à la fois le son, mais c'est surtout la traduction des deux. Ce qu'il y a entre les deux. C'est pour ça qu'on parle d'intermédiaire. Je travaille autant la lumière, le mouvement, les formes plastiques que les formes sonores. Et je vous remercie.